Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre pour cet Insta Live. Je m'installe, voilà, je vous vois arriver petit à petit. Donc je me présente, je m'appelle Cécile Bourneuf, je suis journaliste au Petit Libé. Le Petit Libé, c'est le site de Libération qui explique chaque semaine l'actualité aux enfants, l'actualité aux 8-13 ans. C'est à chaque fois un grand sujet d'actualité qu'on décrypte en profondeur. Et aujourd'hui, je suis là pour rencontrer trois autrices pour que vous puissiez leur poser toutes les questions que vous désirez. Donc ces trois autrices, ce sont Marie Desplechin, Carole Trébor et Chloé Vary. On va parler avec elles de leur dernier livre pour apprendre à devenir citoyen, apprendre à agir pour aller au-delà d'un rôle qu'on veut nous donner, ne pas rentrer dans des cases. Alors cet Insta Live, on le fait dans le cadre de l'événement Partir en livre, donc c'est le hashtag Partir en livre, n'hésitez pas à l'écrire. C'est un festival de la littérature jeunesse du ministère de la Culture qui est organisé par le Conseil national du livre. Alors on va commencer tout de suite avec Marie Desplechin, que je vais donc inviter avec moi pour discuter. Vous pouvez lui poser évidemment les questions que vous désirez. Alors, voilà, elle va se connecter. Alors ça bug un peu, mais... Bonjour. C'est bon, bonjour. Ouais, vous m'entendez? Oui, je vous entends. On vous entend aussi, donc c'est parfait. Alors, Marie Desplechin, je ne sais pas si pour ceux qui aiment la littérature jeunesse, c'est vraiment la peine de vous présenter. Vous êtes une autrice plutôt très connue auprès des enfants, des plus grands enfants, puisque quand on grandit, eh ben, on vous a évidemment connu plus jeune. Beaucoup d'enfants ont grandi, des milliers d'enfants ont grandi avec Verte, fille et petite fille de sorcière qui ne veut pas reprendre le flambeau familial. Et puis là, vous êtes avec nous aujourd'hui pour un livre, votre dernier livre qui s'appelle Ne change jamais, ce livre-là. Voilà. Ne change jamais, c'est un manifeste à l'usage des citoyens en herbe. Donc, ce manifeste, c'est pour inciter les enfants à agir, à prendre conscience de leur pouvoir, de leur incroyable inventivité pour sauver la planète. Ils peuvent nous aider à sauver la planète et ils ont plein d'idées. Ce livre, en fait, c'est un livre qui est plutôt très positif, je trouve, pour les enfants. Vous n'aviez pas envie de les plomber avec des informations difficiles sur la planète en leur disant, en gros, tout va mal et on ne peut rien faire. Il n'y a pas que les enfants, en fait. L'attitude que j'ai, c'est l'attitude que j'ai vis-à-vis de moi et vis-à-vis des adultes aussi. Parce que si vous vous dites tout est fichu, c'est trop horrible, on va pas y arriver, c'est atroce, je n'en dors plus, vous ne faites rien, vous êtes juste paralysé par la peur. Et c'est pas du tout une bonne position pour aucune situation dans la vie. Et moi, je me suis rendu compte pour moi et pour les gens autour de moi qu'à partir du moment où vous commenciez à faire les choses et à penser vraiment les choses, eh ben, ça allait beaucoup mieux en fait. Vous n'étiez pas déprimé, vous pouviez être en colère, ce qui est un très bon sentiment, vous pouviez être actif et vous pouviez même avoir de l'espoir. Donc, c'était moins pour leur dire en fait, c'était pas pour convaincre, c'est pas l'idée, c'est pas convaincre, c'est partager. Parce que il y a un rapport entre les générations, parce que moi je suis vieille, en fait j'ai l'âge d'être la grand-mère de mes lecteurs. Et je pense pas que j'ai forcément quelque chose à apprendre. Moi, quand j'ai vu arriver Greta Thunberg, comme les gens de ma génération, j'avais des choses à apprendre en matière d'action de Greta Thunberg, en fait. Et dans cette histoire, dans ce qui est en train de se passer dans notre vie à tous, avec la planète, mais juste dans notre existence, je suis prête à prendre des leçons de n'importe qui, en fait. Je suis pas la personne omnisciente qui sait vachement mieux, d'abord, un, ce qui se passe, et deux, comment il faut faire. Je suis la personne qui est prête à en parler. Et voilà. Et surtout, dans ce livre, on se rend bien compte, donc il est divisé en 20 chapitres. Et à chaque fois, vous commencez par donner la parole à des enfants qui ont en fait plein d'idées dans leur quotidien, mais sans que ce soit du tout donneur de leçons ou quoi. Mais en fait, c'est des choses que les enfants En fait, écrivent c'est et leur disent à leurs défaut. parents. C'est parce que je m'en suis rendu compte en fait chez moi parce que je vis dans ma vie en fait avec des adolescents et donc qui a 11 ans et je vais faire des courses, j'entre avec le sachet, tout ça, vous savez, tous les trucs sont suremballés
Et donc, je jette à la poubelle les emballages. Et elle me dit, le jette pas, attends, je vais le prendre, mets-le dans ma chambre, je vais en faire quelque chose. Et en fait, je me dis, moi, j'ai fait ça toute mon enfance. Ma chambre, c'était un dépotoir. Les parents, ils disent toujours, mais ta chambre, c'est un dépotoir. Et quand tu es un môme, tu veux pas du tout qu'on jette. Tu dis, jette pas ces vieilles baskets, attends, je vais en faire quelque chose, jette pas ça. Et ça, c'est l'économie du recyclage, en fait, c'est vrai. Nous, on a pris l'habitude dans notre vie de jeter absolument tout. Mais dans les générations précédentes, les générations qui me précèdent, on ne jette rien. Et tout est recyclé. Et donc, on achète moins, donc on consomme moins, donc on fait moins de déchets. Donc, c'est extrêmement vertueux. Et il y a un tas de choses qui sont considérées comme des choses embêtantes chez des ados ou même des défauts, mais qui en fait ont des attitudes super positives. Et m'en rendre compte au fur et à mesure, c'était un sujet, d'abord c'était très intéressant, et après c'était très marrant. Et tout ce qui est marrant vaut la peine d'être partagé. C'était vraiment un sujet de joie de voir à quel point les 10 défauts de l'adolescence sont en fait des vertus. Alors, ça va être des défauts, voilà, par exemple, l'enfant qui veut pas se doucher, qui dit, bah, moi, je me suis déjà douché il y a 2 jours, franchement, je suis allée en cours, j'ai pas bougé, j'ai pas transpiré, j'ai pas besoin de me laver. Pourquoi mes parents vont m'obliger à me laver, quoi? C'est ça. Ouais. Alors chez moi, j'exige qu'on se lave au moins une fois tous les 3 jours, mais certainement pas tous les jours. Et de faire attention à l'eau. Alors je dis pas que faire attention à l'eau de sa propre douche, ça va sauver sa planète, la planète, notre planète, mais ça veut dire qu'on est conscient tout le temps en fait que notre action, notre vie, elle a un impact sur ce qui nous entoure. Et donc ça c'est un bon truc. Effectivement, c'est pas la peine de se laver tous les jours. Moi j'ai imposé les savons durs, les savons liquides, de faire attention au plastique, en fait, enfin, jeter un coup d'œil n'importe où. Alors, n'importe où, c'est terrible comme on est envahi de choses qui, en fait, sont des déchets à très court terme. Donc, oui, sur la salle de bain, on peut rabattre nos ambitions sans être très sale pour autant. Alors, on se rend compte, c'est vrai, dans ce livre, avec leurs témoignages, alors évidemment, il y a les témoignages d'enfants, il y a aussi Bah, des des idées blagues, hein, d'initiatives individuelles. ouais. Les témoignages d'enfants, c'est comme des Ouais, petites et fictions, en ensuite, fait. C'est moi qui les écris. Ouais. Et ouais. ensuite, Mais du coup, c'est intéressant ce discours-là parce qu'on a pu l'entendre de la part d'enfants sur cet hum, exemple de se hum, laver ou sur hum, l'exemple, par exemple, des adultes qui voyagent beaucoup. Or, on se rend hum, compte que des fois, les enfants, les parents vont les balader à droite à gauche, allez, on prend la voiture le hum, week-end, etc. Et en fait, hum. on se rend compte que les enfants, des fois, ils aiment bien juste chez eux. Ah ouais? C'est Ah pareil, oui? ils aiment ça. Avec leurs amis, dans leur chambre, Ouais, avec ouais, leurs affaires. Et oui, ils occupent bien leur espace. Ils occupent leur espace d'une manière plus saine que les adultes qui ne pensent qu'à se barrer. et donc, en fait, vous vous dites dans ce livre que les enfants, ils ont des idées et que les adultes doivent les écouter. Les enfants, ils ne sont pas juste dans leur parenthèse de l'enfance, quoi. Ils sont là aussi pour se faire entendre. Ah ben bien sûr, mais je disais tout à l'heure, l'exemple le plus frappant, c'est quand Greta Thunberg, à 15 ans, décide cette histoire de grève. Et c'est pour ça à la fin, je les apprends comme exemple, parce qu'on peut essayer de réduire l'eau de sa douche et tout ça, tant qu'on ne dit pas son opinion et qu'on ne la pense pas et qu'on ne se met pas en colère et qu'on ne se rend pas compte que c'est l'affaire de tous, en fait, on n'a pas vraiment gagné. Et là, ce qui était fascinant chez elle, et dans tout le mouvement des jeunes pour le climat qui a suivi, c'est que des gens qui sont très jeunes, qui sont à la sortie de l'enfance, en fait, le décident, le font et montrent le chemin. Donc ça, mais même moi, j'ai vu dans des CE2, des gosses qui faisaient des trucs, qui faisaient des tracts manuscrits, qui mettaient dans les boîtes aux lettres de leur immeuble. Alors les parents disaient oh là là, oh là là. Ou alors qui faisaient des pétitions autogérées pour demander une cantine bio. Mais, mais il faut absolument faire confiance. Il y a pas de quoi diriger, il n'y a pas de quoi se moquer. Je pense qu'on peut être des alliés, en fait. Il faut vraiment changer un truc dans les rapports. Ça ne veut pas dire que nous, il y a des choses qu'on sait faire ou des connaissances qu'on a en plus, mais il faut les mettre au service d'eux. Et dans la jeunesse, il y a une capacité de voir, parce que tout est neuf. Donc, il y a des tas de choses qu'on voit vachement mieux, en fait. Il y a des choses qui peuvent être un peu dangereuses parce qu'on a peur de rien, et voilà. Mais ça, c'est des qualités pour ce qui se passe, parce que maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, en fait, pour que les choses ne soient pas bien pires qu'elles ne sont. Donc, en fait, ce sont des qualités où, en fait, c'est un peu à nous de suivre les générations ascendantes. Et alors, vous dites à la fin de cet ouvrage, c'est les 2 derniers chapitres, en fait, vous voulez leur apprendre à désobéir, à protester, à s'indigner. Oui, bien sûr, parce c'est-à-dire, c'est un sujet qui est tellement long et qui me touche tellement, c'est que toute votre enfance, vous n'apprenez qu'à obéir.
Et à obéir pas forcément pour des mauvaises raisons. Et en fait, obéir tout le temps et à n'importe quoi, c'est pas créatif, il n'y a pas de solution, vous ne ferez rien. Et ce qui arrive maintenant va demander d'être très inventif, très créatif, très capable de s'entendre et pas du tout d'être obéissant et de faire seulement ce qu'on vous dit. Et aussi sur l'autorité, quand vous voyez les gens qui détiennent le maximum d'autorité aujourd'hui, par exemple quand vous pensez aux présidents des plus grands pays du monde qui ont plus de pouvoir, qui sont des gens âgés, voire très âgés comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro au Brésil ou d'Anderson en Australie par exemple, ce sont des gens qui sont infantiles, c'est-à-dire que moi je préfère les CE2 que je rencontre. Je pense que leur pensée est plus élaborée que la leur. Mais ce sont des gens qui ont le pouvoir et c'est à ça qu'il faut que vous obéissiez. Donc en fait, quand on est enfant, et je pense que l'éducation elle devrait être plutôt faite pour ça, c'est pas toujours pour critiquer, mais pour interroger. En fait, il faut interroger tout ce qu'on vous dit de faire. Voilà. Donc moi, je suis assez radicale là-dessus. Donc les enfants doivent exercer leur liberté, quoi. C'est vraiment. Leur pouvoir critique, et tout est fait pour qu'ils ne l'exercent pas. Toutes les tentations qu'on met autour d'eux, tous les faux désirs qu'on leur inspire, toutes les terreurs qu'on leur inspire aussi, toutes ces espèces de contrôle, d'évaluation, tout en leur proposant de passer leur temps, de consommer des choses et tout. Il faut interroger, quoi. Ouais. Est-ce que là, on va revenir sur l'actualité. Le Covid a mis pendant plusieurs semaines tout le monde à l'arrêt. Il y a une prise de conscience de notre vulnérabilité en tant qu'être humain. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a une prise de conscience en même temps de l'urgence climatique? Je ne sais pas, je pense que personne ne sait exactement, certainement dans un certain nombre d'endroits, mais après, combien de temps ça va durer, comment ça va se mettre en forme, on ne sait pas exactement, mais sans doute dans un tas d'endroits. Et je pense que le fait que les gens utilisent le moyen du vote, qui est un des moyens possibles, et qu'aux dernières élections municipales, ça traduit par plus de votes écologistes ou que ça aille chez un certain nombre de citoyens dans ce sens-là, oui, je pense que ça frémit. Il faudrait bouillir, quoi, pas frémir avant qu'on se mette à bouillir vraiment. Ben, espérons-le. J'espère. Et puis déjà, on peut conseiller ce livre Ne change jamais, ce manifeste qu'on conseille pour les enfants. Et comme vous disiez, pas seulement pour les enfants, quoi. C'est aussi pour les adultes, on apprend plein de choses. Et bien sûr, c'est notre histoire en commun avec les enfants. On n'est pas du tout de camps séparés. Et même d'un point de vue du combat ou du militantisme, on n'est pas du tout de camps séparés. Super. Alors, est-ce que vous connaissez Carole Trébor? Oui, je connais Carole Trébor. Oui, j'aime beaucoup son travail. Son bouquin est vachement bien. Pour une toute autre histoire, un autre univers, mais il y a des choses qui se retrouvent sur justement le combat et la force de l'action. Oui, le monde a réinventé. Récupéré, et donc je vous dis merci beaucoup. Et, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Carole Trébor. Bonjour. Je pensais que je passais, mais bon, je dis bonjour aussi à ma prédécesseuse et merci aussi pour, je sais pas si elle est encore là, mais voilà, merci pour son intervention. Elle doit vous encore, ouais. Elle est encore là. On peut pas se voir à trois en fait, c'est ça dans les directs. On peut pas. Ouais. On peut pas faire. D'accord. Mais en fait, c'est pas possible. On fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est le déconfinement. D'accord. Ok, bah c'est déjà mieux que rien, c'est bien. Il faut faire avec les moyens du bord. Carole Trébor, vous êtes historienne et vous êtes également autrice. Votre dernier ouvrage, ça s'appelle Combien de pas jusqu'à la Lune? C'est aux éditions Albin Michel. Ça me fait penser, j'avais oublié de dire que le livre de Marie Desplechin, c'est aux éditions de l'École des loisirs. Donc, Combien de pas jusqu'à la Lune? C'est l'histoire de l'enfance, de l'adolescence jusqu'au début de sa carrière à la NASA de Katherine Johnson, une grande mathématicienne dont les calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune, rien que ça. Elle a déterminé la trajectoire d'Apollo 11. C'était donc une petite fille, là, on va vous raconter son histoire, très douée, une génie du calcul qui adorait ça, qui calculait tout quand elle marchait, quand elle allait à l'école, etc. Enfin, elle adorait ça. Un savoir et une passion qui lui a été transmise par son père.
Et pourtant, elle n'était pas du tout prédestinée à entrer à la NASA parce que c'était une femme noire, née en 1918 en Virginie occidentale. Virginie occidentale, donc dans un pays à ce moment-là qui n'était pas tendre, loin de là, avec les Noirs. Là, la Virginie occidentale, c'était pas un État ségrégationniste, c'était un peu plus avancé que dans d'autres États, mais bon, c'était quand même pas encore ça. Et moi, j'ai envie de vous demander d'abord pourquoi vous avez choisi de vous êtes intéressé à son histoire et pourquoi vous avez voulu raconter l'histoire de Katherine Johnson. Alors d'abord, en fait au départ, c'était parce qu'elle est mathématicienne. Le point de départ, c'est ça, parce que ma mère est mathématicienne. Et donc, quand Karine, l'éditrice d'Albin Michel, m'a proposé ce personnage, je la connaissais pas plus que ça en fait. Et c'est quand elle m'a dit c'est une grande mathématicienne, je me suis dit tiens, une mathématicienne femme. Le premier rapport à ça, c'était de me dire de mettre à l'honneur une femme scientifique. Parce qu'on sait qu'il y a un poids terrible en fait encore aujourd'hui sur les jeunes filles qui veulent faire des maths, qui veulent faire de la physique et que il y a une vraie injustice avec ça. En gros, on grandit un peu en se disant qu'on est mauvaise en maths quand on est une fille, quoi. Enfin, il y a quand même un côté comme ça. Après, il y a l'adolescence, c'est catastrophique, hein, tous les profs le disent et il y a des statistiques qui le montrent. Donc, je me suis dit, tiens, une grande mathématicienne femme, lui consacrer un ouvrage, ça m'intéressait. Après, je me suis dit, en plus, afro-américaine aux États-Unis pendant la ségrégation, mon Dieu, quel personnage ça doit être, quel tempérament. Donc ça a éveillé vraiment ma curiosité, mon empathie, de me dire aller parler de cette femme qui s'est battue parce qu'elle était très douée, mais qui s'est battue à travers son chemin pour la libération des droits des Afro-Américains et des Afro-Américaines. Donc quelque part, voilà, ça s'est passé dans cet ordre-là en fait. Au départ, c'était femme mathématicienne et après, c'est ajouté la dimension afro-américaine. Alors c'est un biopic qui est romancé. Comment vous avez fait? Est-ce que c'est pas justement difficile quand on est historienne et quand on fait un métier où on s'attache justement aux faits, de se libérer un peu de ça? Ah si, au début, j'ai eu un gros sentiment d'imposture à dépasser. Au début, c'était très très compliqué pour moi de me dire que je dépassais, voilà, l'étude historique où j'aurais été dans mon élément, hein, de parler de façon documentée de son histoire et de la raconter, mais sans y mettre d'émotion, sans inventer des dialogues, sans imaginer des scènes, sans incarner des scènes qui sont, en fait, voilà, incarner des faits qu'on connaît de manière objective et neutre par des scènes vivantes avec des émotions, etc. Donc, oui, il y a eu un sentiment d'imposture à dépasser. Et puis, finalement, une fois que en fait, c'est paradoxalement en me renseignant énormément sur elle, en voyant toutes les interviews, parce qu'il y a beaucoup d'interviews d'elle, parce qu'elle est une star aux États-Unis, Katherine Johnson, hein, c'est vraiment devenu quelqu'un de très connu. Et donc, à force de... Il y a eu un film sur elle d'ailleurs, Les Figures de l'ombre. Voilà, Les Figures de l'ombre, qui raconte l'histoire un peu de plusieurs femmes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA. Et ça montre, les Figures de l'ombre, ça se passe vraiment en 1962, au moment de la première orbite autour de la Terre de John Glenn. Donc ça se passe pendant un an. Donc c'est une autre démarche, mais c'est un film qui est super intéressant. Et surtout, c'est un film qui correspond vraiment à la sortie d'un livre justement d'histoire sur les figures de l'ombre, qui est au départ une recherche d'une historienne afro-américaine sur ces figures-là de la NASA, qui étaient un peu pas tombées dans l'oubli, mais qui étaient quand même pas assez mises en valeur vu l'importance de leur travail et surtout du combat que ça a représenté, parce qu'en gros, aux États-Unis, il faut 2 fois meilleur pour avoir une place 2 fois moins bien quand on est afro-américain. Il y a vraiment ce slogan qu'on se répète dans les familles, quoi. Sachez-le, même si vous êtes ingénieur en maths, vous n'aurez pas la place de chercheur qu'aura le confrère blanc, voilà, qui a talent égal, on a moins. Donc, c'est comment réussir à dépasser ça, comment réussir à faire quand même, comment s'imposer dans un monde profondément injuste, en fait, pour les Afro-Américains, et dans un monde profondément injuste pour les femmes en plus, quand c'est un monde d'ingénieurs blancs, quand c'est un monde de scientifiques. Donc, elle avait vraiment la double peine, Katherine Johnson. C'est intéressant de voir qu'il y a différentes manières finalement de faire face à ces obstacles dans la société, quoi, de soit par son talent, par son génie, sans forcément rentrer dans un conflit direct avec les gens qui nous entourent, mais en amenant des solutions que les autres n'ont pas trouvées, ce qui est un peu ce que fait dans le calme et dans la persévérance et dans la ténacité Katherine Johnson. Mais à côté, elle est engagée dans une association pour aider les jeunes filles afro-américaines à faire des études supérieures.
Puis à côté, il faut aussi des avocats pour pouvoir mener des procès quand il y a des cas extrêmes d'abus. Et puis à côté, il y a des gens aussi qui vont créer des associations pour changer le système dans sa globalité. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant, c'est différentes manières d'essayer de faire bouger les lignes dans un pays injuste, quoi. Et justement pour ça, elle a été aidée par sa famille, parce que des parents aimants et qui poussent leurs enfants, c'est sa mère qui lui dit à mon père, il y a une sacrée montagne à gravir, mais si mes enfants y parviennent au sommet, ce sera aussi une victoire pour la liberté des Noirs. Et c'était ça, parce que ses enseignants aussi, dans tout son parcours scolaire, vont lui dire en fait, il faut y aller, il faut pas se laisser abattre. Même si tu ne peux pas obtenir ce poste, même si tu ne peux pas entrer dans cette université, même si tu ne peux pas exercer le métier que tu mérites, fais en sorte de pouvoir y arriver pour le jour où ce sera possible. Et c'est ce qu'elle va faire toute sa vie. Elle ne va pas s'arrêter, alors elle va être enseignante, mais tout en gardant toujours ça en tête. Et dès qu'elle a une opportunité, elle y va. Oui, c'est ça. J'ai aussi découvert cette chaîne de transmission dans cette population noire américaine. Je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment découvert à quel point ils continuent à y croire, à se former, à enseigner. Il y a toute cette chaîne-là pour être prêt à être les meilleurs, même s'il faut accepter que peut-être son rôle à soi, à ce moment-là, ne sera que d'enseigner, ou sera d'enseigner, ce qui est déjà énorme. Et oui, il y a cet espoir qui reste toujours qu'à un moment donné, le monde va changer, le monde va leur laisser une place, mais pour ça, voilà, il faut être patient et il faut surtout pas baisser les bras, il faut continuer à se former. Et c'est vrai qu'après, par rapport aux parents, oui, c'est sûr que la base d'une famille équilibrée, aimante, qui fait confiance, qui décide à un moment donné de sacrifier d'une certaine façon une vie de famille pour que les enfants y arrivent. C'est-à-dire quand le papa il reste tout seul dans sa ferme en Virginie occidentale pour que ses enfants puissent aller sur le seul campus à Institute près de Charleston où des Noirs américains peuvent avoir l'opportunité de faire des études supérieures. Bon, bah, c'est aussi des choix qu'on fait pour que les enfants puissent y arriver. Donc, ça c'est sûr que elle est portée par ça toute sa vie. Et aussi la religion protestante qui est très présente dans sa vie, qui est très présente dans la famille et qui est dans cette idée-là de persévérance, aussi voilà, on a un talent, on l'accepte, voilà, on se bat quand même pour, mais en même temps qui n'est pas dans la rébellion directe en fait. Donc c'est aussi très présent dans leur vie et je pense que la foi aussi les aide pas mal dans ces familles-là. La foi est très présente. Hein. Alors vous l'avez dit, c'est un livre donc voilà qui parle de racisme, qui parle de misogynie. En fait, ça fait écho aussi à tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis sur le mouvement Black Lives Matter. En fait, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que là, ça commence, voilà, c'est une petite fille en 1918. Aujourd'hui, on est en 2020 et on se dit, bah, en fait, il y a encore énormément d'inégalités. Il n'y a plus de ségrégation comme à l'époque, mais c'est presque une ségrégation économique. Voilà, c'est ça en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément, mais encore, c'est compliqué, ça se discute. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la légalité qui va contre eux au sens institutionnel direct, et encore, parce qu'on sait que dans les procès, il y a encore aujourd'hui des injustices. Donc même si c'est pas institutionnel, il y a quand même un peu un racisme d'État dans certains États encore qui perdure. Et après, de toute façon, même dans les États, voilà, où il n'y a pas ça au niveau forcément on va dire de la justice, il y a une ségrégation sociale, c'est-à-dire qu'il y a les Noirs quand ils sont montés, les Afro-Américains quand ils sont montés vers le nord justement pour quitter et fuir les États du Sud, en gros entre 1910 et 1920, ils ont été pour être ouvriers dans le nord des États-Unis, donc effectivement dans des États plus libres, ils se sont retrouvés à faire les métiers ceux dont les blancs ne voulaient pas. Donc, ils se sont retrouvés dans des quartiers et dans des ghettos. Et donc, il y a voilà, il y a des ghettos sociaux et ils n'ont pas évidemment le pouvoir d'achat. Et là, on le voit bien avec le Covid. Il y a eu beaucoup plus de morts chez les Afro-Américains et on voit bien. Enfin, de toute façon, ça reste injuste. Maintenant, hashtag Black Lives Matter, c'est aussi en France. Hein. Je veux dire, c'est pas que les États-Unis. Hein. C'est aussi notre pays quand même. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Nous aussi, on a une ségrégation sociale. Nous aussi, on a des populations qui sont socialement défavorisées et qui sont enfermées dans des ghettos dans notre pays. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de lire un livre comme celui-ci qui est étayé par tout un tas de notes historiques qui donnent des chiffres
qui sont assez frappants quand vous écrivez par exemple qu'en 1940, il y a 2% de femmes noires qui sont titulaires d'un diplôme seulement, et parmi elles, 60% deviennent enseignantes. Et c'est terrible, ces chiffres. Et si on regarde ceux d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont certainement un peu mieux, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pour ça que c'est important de lire un livre comme le vôtre pour... Oui. Et le parti pris de la maison d'édition, c'est aussi de dire, et c'est intéressant, il faut savoir le faire pour le faire en étant fidèle à ses propres idéaux, à ses propres manières de vivre et de combattre. Mais je pense qu'il y a aussi l'idée de dire qu'on peut montrer et donner envie aux jeunes de faire changer les choses, de bouger, de se donner une chance, aussi par des modèles vertueux et des modèles de réussite. C'est-à-dire, je pense que c'est bien de montrer qu'on peut faire bouger les choses par des modèles de révoltés et de révolte, mais aussi par des modèles de gens qui ont réussi et comment ils ont réussi. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans Destin, c'est-à-dire dans cette collection-là de Albin Michel. Montrer des modèles positifs aussi de gens qui ont réussi alors qu'ils avaient au départ voilà tous les obstacles possibles. Parce que je vois bien quand je rencontre des élèves et des adolescents avec ce livre, c'est important. Déjà dans le rapport aux maths, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup d'ados qui me disent ouais, dis donc, ça me donne une autre idée des maths. Donc pour des profs de maths, c'est assez sympa aussi de voir que par des fictions, finalement, parce que ça c'est aussi la donnée de fiction, par des fictions, parce qu'il y a des scènes de cours de maths et puis finalement on s'ennuie pas, ou on comprend plus à quoi ça sert, où on voit que le fait que les maths ce soit, par exemple, quand elle le vit en tant que jeune fille afro-américaine, elle voit que les maths c'est un domaine qui est en dehors de l'arbitraire, par exemple. Qu'en maths ça se démontre. Soit c'est juste, soit c'est faux. On peut pas dire c'est juste parce que c'est comme ça et parce que je l'ai décidé. Cette espèce de justice qui est inhérente aux mathématiques. C'est ça qui la rassure dans l'histoire. Parce qu'elle est confrontée à une injustice terrible. Et du coup, face à ça, elle trouve dans les maths quelque chose de concret. Et voilà, on ne peut pas... Et de pas arbitraire. Voilà. D'où le fait, ça, elle le comprend, ça l'aide à traverser, je pense, un peu tous ces événements. Et elle arrive à s'en servir quand elle est à la NASA au milieu des ingénieurs blancs, c'est-à-dire qu'à un moment, elle se raccroche à ça et elle se dit en maths, soit c'est juste, soit c'est bon. Moi, je vais pouvoir prouver ce que certains ingénieurs là n'ont pas réussi à prouver. Elle ose le faire. Elle le fait parce qu'elle sait que c'est ça les maths, qu'il y a ce truc complètement impartial. Les choses se démontrent. Et donc, elle le fait et elle y arrive. Et à un moment, les ingénieurs blancs sont bien obligés de se dire, dis donc, cette nana, elle est en train de réussir à faire ce que nous, on n'a pas réussi. Et là, il n'y a rien à dire. Ils sont bien obligés de faire avec. Donc, c'est ça que, voilà, je trouve aussi intéressant. Et c'est aussi là où la fiction, je trouve, est intéressante aussi. C'est-à-dire, parce que ça nous permet aussi de passer par des émotions, de passer par une empathie. Donc, le lecteur a une empathie pour cette fille, cette petite fille qui devient une jeune fille. L'auteur, au départ aussi. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir et pour dire que oui, on peut être une autrice blanche française et parler au nom d'une femme afro-américaine. Et je pense que c'est ça la littérature et que c'est hyper important. Je rebondis parce qu'en ce moment, il y a une espèce de danger qui pèse, je trouve, sur le roman, avec le côté... il y a que... Ouais, c'est ça. Quand on est non, je pense qu'au contraire, la force de l'art et la force du romanesque, c'est justement l'empathie qu'on a pour nos personnages, la curiosité qu'on a envers eux et le fait qu'on peut se retrouver justement à travers ça, tous et les lecteurs, pareil, quoi. Par contre, ça demande un énorme travail de recherche, ça demande, voilà, mais je pense que voilà, je voulais le dire aussi, ça. Alors, merci beaucoup, Carole Trébor. D'accord. Merci à vous. Combien de pages jusqu'à la Lune, donc une femme inspirante. Et justement, une femme inspirante, on va en retrouver une. Je vous dis au revoir. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, je parlais de femmes inspirantes. C'est pour ça que je parlais de Chloé Vary. Qui va arriver avec nous tout de suite, qui est, voilà, Chloé Vary, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes illustratrice, vous êtes autrice de cette super BD que j'ai adorée, Saison des Roses, voilà. Alors c'est aux éditions, il faut que je prononce bien, mais c'est Flebeleb, voilà. Ouais. Alors c'est une BD, si j'ouvre les pages, ultra colorée, voilà. Et une BD ultra réaliste.
qui aborde un sujet, si je ne me trompe pas, c'est inspiré de votre expérience personnelle et c'est l'histoire d'une adolescente en banlieue qui est membre d'un club de foot qui se bat pour défendre son équipe, qui est injustement exclue du championnat au profit des garçons. Alors, en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'une lutte féminine, c'est ça? D'un combat? Ouais, c'est ça, comme vous avez dit, c'est l'histoire de Barbara, c'est surtout elle la protagoniste. Et en fait, son club va favoriser donc les garçons, et injustement, puisqu'en fait, elles sont meilleures. Mais pour des raisons économiques et pour des raisons aussi de stratégie financière, le club préfère soutenir en fait les garçons et donc monopoliser tout le budget quoi pour eux, étant donné que ça rapporte plus en fait pour le club de mettre en avant les garçons quoi. Donc en fait Barbara elle est confrontée à cette cruelle réalité et, et elle va mettre en œuvre en fait une sorte de début de résistance et c'est là que commence un peu sa rébellion un peu féministe et aussi contre des modèles de société et des modèles à la fois de rôle de femme et puis aussi de tout un état d'esprit comment dire économique quoi qui est injuste. Donc voilà, c'était un peu un récit d'émancipation. C'est ça, en fait, elle apprend à se connaître déjà, parce qu'elle voilà, c'est l'année où elle passe le bac, mais elle, tout ce qu'elle a en tête, Ouais. c'est le foot, hein, c'est toute sa vie, son club, voilà, c'est sa famille. Et en fait, elle apprend à se connaître, elle apprend à défendre ses choix, à s'affirmer Mm. et à remettre en cause les stéréotypes, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu comme ce que disaient Carole Tribord et Marie Desplechin avant. Il y a un truc on se sent peu légitime en tant que femme à persévérer dans certaines matières, que ce soit les maths ou les arts ou là, le sport. Et en fait, Barbara, à aucun moment, elle remet ça en question parce qu'il y a quelque chose d'évident chez elle et elle croit à ce potentiel vraiment, qui vient des tripes, quoi. Et elle n'a pas envie de le lâcher. Et ça, c'était important pour moi que ce personnage-là, il ne remette pas en question ça, que simplement la société lui renvoie des modèles dans lesquels elle ne rentre pas, donc des stéréotypes qui sont réducteurs et qui sont très, très gênants, en fait, pour juste vivre librement sa vie, quoi. Donc, c'était important pour moi d'avoir un personnage comme ça, féminin, qui, moi, m'aide aussi à assumer un peu ce que j'ai envie de faire, à être qui je suis, à m'approprier ma féminité sans que ce soit forcément, je sais pas, un outil de séduction ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ouais, c'était. Justement, vous dites que c'est pas un outil de séduction. Si voilà, il y a des ados qui nous écoutent, vous leur dites quoi, vous, pour vous, c'est quoi la féminité en fait? Et, voilà. Bah, ça, c'est chacun fait sa propre définition. C'est la féminité, tant qu'elle n'est pas subie, c'est bon, quoi. C'est ça le truc, en fait. Il faut pas subir comment dire, les pics des gens ou ce qu'on veut nous montrer à travers les images, à travers la publicité. Il faut pas en fait se sentir comment dire prisonnier ou prisonnière d'un modèle ou d'un style. Ce qui compte en fait, c'est d'être bien dans ses baskets et ça passe par tout un travail personnel pour se dissocier soi de la masse ou de juste une espèce d'imagerie. Et donc voilà, en fait, je sais pas ce que j'ai à dire aux ados, mais vivez votre vie et l'important c'est ce qu'on c'est ce qu'on a envie d'être, c'est d'aller au bout, d'être sincère avec soi. Après, voilà, le regard des gens, il y en aura toujours qui seront là pour juger. Mais voilà, ça, finalement, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de se donner les moyens, en fait. C'est ça. Et Malgré Barbara, justement, Barbara, elle se donne les moyens face à sa mère, parce que sa mère, bon, elle voit pas d'un très bon œil le fait que sa fille fasse autant de foot, voilà, c'est pas son truc à elle. Face à la directrice du club, qui en fait est même plus dure que son entraîneur à elle, qui est plus féministe d'ailleurs.
c'est là qu'on voit qu'il y a des femmes qui sont vraiment pas féministes du tout, et à l'inverse, des hommes qui peuvent heureusement l'être. Ouais, bien sûr, il y a des femmes qui sont plus sexistes que des hommes parce que Alors, on vous entend mal. précédentes et puis même encore aujourd'hui, produit aussi beaucoup ce qu'on a vu chez nos parents. Et déconstruire ça, c'est sortir de sa zone de confort et c'est Alors, je ne sais pas si vous captez bien, parce que là, ça coupe beaucoup. Esteban, Vous m'entendez? donc Ouais, le ça coach de coupe beaucoup. Barbara, lui clairement, il a qu'on pourrait qualifier de féministe. Ça a coupé? Oui, là, Ça a je pense que coupé je ou vous c'est bon là? entends. Ouais. Vous m'entendez C'est là bon? ou pas? Parce que ouais. Bon, ça coupe un peu. On va Écoute, essayer. Vous captez bien la 4G? Vous captez bien sur le portable? bah ouais, je suis en bonne connexion depuis le début là. Ok. C'est Bon. ce que je dis. Ok. Bon, ça coupe. Bon. En tout cas, vous avez choisi un univers très coloré, je le disais, parce que votre première BD, c'était Conduite interdite sur les femmes saoudiennes. Voilà, un groupe de 47 femmes qui avaient pris le volant un jour en Arabie Saoudite quand elles n'avaient encore pas le droit, parce que c'est tout récent, de conduire dans le pays. Là, vous avez choisi à l'inverse un univers extrêmement coloré. Ça se déroule en banlieue. Pourquoi ce choix-là? Et est-ce que c'est un univers aussi que vous connaissez bien, vous? Ben en fait, l'univers de lieu, il est venu assez naturellement parce que Barbara a commencé à vouloir raconter cette histoire-là. C'était l'environnement dans lequel elle évoluait, donc ça me paraissait logique de parler de la banlieue. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc c'était aussi un univers que j'avais envie de mettre en valeur. Voilà. Il y a aussi, en fait, ce que disait aussi Carole Trébor par rapport au sentiment d'imposture en tant qu'autrice blanche française, à parler de personnages qui viennent d'ailleurs. Enfin, je trouvais ça comment dire, important de rappeler que la curiosité et l'empathie, c'est la base du travail d'autrice et d'auteur. Et du coup, je crois que d'avoir écrit sur les Saoudiennes, j'ai mis du temps à déposture et donc j'avais aussi besoin ensuite de parler d'un personnage qui me paraissait plus proche et d'écrire sur aussi un univers que je connaissais un peu mieux. Donc je crois que c'est aussi pour ça que je suis revenue sur une histoire qui était plus intimement liée à ma propre expérience. Voilà, en toute transparence, je crois que ça faisait aussi partie des choses que j'avais besoin d'écrire. C'était d'écrire aussi sur des femmes d'ici et de rendre visible aussi là qu'on stéréotype et qu'on catégorise aussi beaucoup, quoi, encore une fois à travers les images médiatiques ou même ouais, ce qu'on peut entendre. Donc voilà, j'avais envie d'écrire sur la banlieue avec un regard d'y mettre des couleurs parce que pour moi c'est coloré, c'est Alors, ça coupe encore. il y a plein de jeunes à dire. Donc c'était assez évident pour moi de revenir à la couleur. C'était des petits, Alors, je ne sais pas si vous autres, vous entendez bien. c'est assez naturel. D'accord. Désolée, ça coupe un peu, en tout cas de mon côté. J'espère que les gens derrière leur écran entendent mieux que moi. Je ne sais pas pourquoi ça coupe beaucoup.
Donc excusez-moi si vous n'avez pas tout entendu. En tout cas, voilà, je ne peux que conseiller Saison des Roses. Moi, je ne suis pas spécialement foot et pourtant ça ne veut absolument rien dire. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ces filles qu'on peut qualifier de complètement badass. Et donc voilà, je le conseille, c'est plutôt votre public ado et adulte. Et puis, bah voilà, c'est encore un livre comme celui de Carole Trébor, comme celui de Marie de Plechin. Ce sont des livres pour apprendre aussi à se rebeller, à aller au-delà, à agir pour faire bouger les choses. Bah, merci beaucoup, Chloé Vary. Bah, merci à vous. Je peux faire dédicace ou... Allez, dédicace. Bon, bah, dédicace spéciale hashtag Burrata pour Lucie Albrecht, à ma sœur qui est là en direct et à tous ceux qui ont lu Saison des Roses et qui suivent et que ça me fait trop plaisir, c'est incroyable. Et je pensais pas faire des dédicaces en live Insta, mais voilà. Vive le foot, vive la et vive les meufs. Voilà, et ça, c'est dans Saison des Roses. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe du Bastia. Alors, je vais aller du côté de Bastia, puisque je vous rappelle que Partir en livre, c'est un événement qui est dans toute la France. Donc, en cette période de déconfinement, il y a un peu moins d'événements en ce moment. Il y en a quand même une centaine dans toute la France en ce moment. C'est des événements gratuits, des expositions, des lectures, etc., dédiés aux enfants. Alors là, on est du côté de Bastia. Donc là, il y a un événement jeunesse de Partir en livre avec Juana. Donc, vous êtes où exactement à Bastia et qu'est-ce que vous proposez là? Alors, on est au Centre culturel Unaolt, au centre-ville de Bastia. Et on a décidé cette année, puisqu'on était un petit peu contraint justement par la situation, de travailler directement alors, avec les autrices, avec deux autrices, Violaine Costa et Lorraine Capelli, pour proposer des ateliers en ligne autour de leurs albums et de travailler directement en librairie, avec une librairie qui est située au cœur de la ville de Bastia, la librairie Papy. Voilà, pour diffuser ces albums et pour diffuser aussi justement les déroulés des ateliers. On a filmé un atelier témoin, je dirais, avec des enfants du centre culturel, l'atelier de Lorraine Capelli, un atelier de dessin éphémère. Et on a mis cette petite vidéo sur notre site internet, elle est consultable, en plus d'un texte que Lorraine a également rédigé pour expliquer l'atelier et du déroulé très concret et matériel des choses. Violaine Costa a aussi fait une petite vidéo pour expliquer son atelier qui n'est pas encore en ligne sur le site mais qui le sera très très vite. Ok, eh ben, merci beaucoup Juana. Juste, c'est à partir de quel âge? C'est jusqu'à quand? Alors, c'est à partir, c'est tous âges en fait, hein, même pour les plus petits, puisque l'atelier de dessin éphémère, par exemple, c'est un atelier à partir de matériaux glanés dans la nature, donc des feuilles, des branchages, des pommes de pin, tout ce qu'on peut trouver pour dessiner autrement, notamment des petits animaux. Donc, c'est accessible vraiment aux tout petits et jusqu'aux adultes, parce que nous, on s'est régalé à faire l'atelier. Et c'est en ligne sur le site. Je pense qu'on le laissera même un petit peu plus longtemps que la date butoir du 19 juillet pour que le maximum de public puisse s'en emparer et en profiter cet été. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet Insta Live. C'était mon premier, donc voilà, il y a eu des petits soucis techniques, mais bon, je pense que ça doit arriver régulièrement, enfin j'espère. Le prochain rendez-vous d'Insta Live de Partir en livre, c'est mercredi à 16h sur le Facebook donc, de Partir en livre pour une émission spéciale fantastique et surnaturelle. C'est tout un programme. Merci beaucoup.